Bien, merci, messieurs les présidents. Bonjour à tous. Donc, je crois que c'est moi qui lance le diaporama, j'imagine. Alors, du coup, il faut que je revienne en arrière, puisque quand même que je vous montre le titre quand même de l'exposé. Et donc, effectivement, j'ai été invité, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous, au titre essentiellement de président actuel de la Société francophone de simulation. J'en dirai un petit mot tout à l'heure dans une des diapositives, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec cette société savante. Et donc, sur la discussion aujourd'hui de l'intégration de la simulation dans le cadre des parcours de formation en santé. Alors, cette diapositive est juste un extrait d'un film que j'imagine certains d'entre vous ont vu il y a quelques années, qui s'appelait Hippocrate, et on voyait le parcours un peu initiatique d'un jeune interne, on dirait en phase socle aujourd'hui, là, qui débute dans un service hospitalier et auquel qu'on envoie aller faire sa première ponction lombaire face à un patient et aidé par deux infirmières qui sont là, mais il n'y a pas de senior, il n'est pas supervisé, il n'a pas d'expérience, et donc il est jeté finalement dans le système. Et donc là, il y a en gros deux victimes. Il y a la première, c'est le patient, évidemment, puisque le patient va subir un acte par quelqu'un qui est globalement pas très bien formé, et deuxièmement, un étudiant, enfin un jeune interne, qui est jeté, lui, dans le système avec une absence de connaissances, et donc on voit bien la difficulté personnelle que cela peut représenter. Et donc l'idée générale de la simulation, c'est quoi? Eh bien, c'est d'éviter que ce type de situation ne perdure. Vous connaissez tous le fameux aphorisme « jamais la première fois sur le patient ». Et donc c'est bien ça l'idée qui est sous-tendue par le développement de la simulation. Alors juste un mot d'histoire ici pour vous montrer sur la gauche de la diapositive le premier simulateur moderne, on va dire, puisqu'il y en a, la simulation notamment en maïeutique existe depuis des siècles, mais le premier simulateur moderne qui vient des États-Unis, où on voit dans un pseudo-bloc opératoire, on voit un enseignant et puis un jeune interne qui sont en train d'apprendre à réaliser une anesthésie. Et donc on est en 1969 aux USA. Et si vous regardez un peu la diapositive, vous verrez que globalement, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui souvent la haute fidélité, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Un mannequin entier, derrière le senior là avec les lunettes, on voit un système d'ordinateur qui permet de piloter la machine. Et donc on a les éléments principaux de ce qu'on a aujourd'hui en matière de simulation, disons, haute technicité. Et puis sur la droite de la diapositive, cette même équipe, donc en 1969, publie un premier travail qui est un travail Princeps, qui montre que, finalement, lorsque on a été formé dans une étude randomisée avec la simulation au préalable, eh bien, lorsque l'on est confronté à la mise en œuvre aussi au système clinique, à la présence des patients, ce sont les deux courbes là, expérimentales, autrement dit des jeunes internes qui ont été formés initialement par la simulation par rapport à un groupe contrôle qui a une formation, on va dire, traditionnelle. On voit que l'acquisition et l'évolution, la progression des connaissances est significativement meilleure pour les internes qui sont passés par la simulation préalablement. Donc une première démonstration déjà, on va dire très ancienne, de l'efficacité pédagogique de la simulation en santé. Alors, là aussi, on n'a pas le temps de tout détailler, mais juste cette diapositive qui vous montre en gros, selon le guide, on va dire, de la Haute Autorité de Santé, la Sofra-Sims, en gros les trois grands domaines de la simulation, tels qu'on les décrit aujourd'hui pour l'essentiel. La simulation humaine en haut à gauche, très importante, c'est en gros la relation soignant-soigné, sur laquelle on insiste de plus en plus, parce qu'on voit bien que c'est un phénomène un moment très important de la qualité des soins. La simulation numérique est un peu l'avenir, on va dire, avec tout ce qui est le digital, la réalité virtuelle et ses composantes. Et puis en bas, peut-être ce que vous connaissez le mieux, qui est la simulation avec des mannequins simulateurs, depuis des systèmes très simples, comme sur la partie gauche de la diapositive, un mannequin avec un bras de simulation où on peut apprendre à perfuser, et puis en bas, des mannequins beaucoup plus sophistiqués, dont on verra tout à l'heure le coût, et qui est un élément important de la discussion. Alors, où on en est actuellement en France, après finalement toute cette évolution, l'intégration progressive de la simulation dans le domaine de la formation en santé. Je vous ai mis ici un arrêté qui est très important pour nous, puisque date de 2017 et fixe
vous savez, la définition pour chaque discipline, pour l'internat, schématiquement, hein, le contenu des 3 phases, socle, approfondissement et consolidation. Et on voit que, je vous ai mis juste 2 petits exemples pour ne pas allonger trop le temps, mais juste pour vous montrer que ici 2 exemples de disciplines, et c'est pratiquement le cas dans toutes les disciplines qui ont, fixé leur maquette, eh bien on voit que la simulation est présente pratiquement partout. Et donc on peut dire que dès aujourd'hui, en France, on accepte l'idée que la simulation elle est utile, valeur pédagogique que j'ai indiquée tout à l'heure, et elle est même devenue obligatoire de par ses arrêtés. On relance encore cette discussion dans Ma Santé 2022, où vous voyez ici le thème numéro 4 qui indique que la simulation qui est un peu contenue, sous-jacente à l'identification de ce thème, hein, toutes les pédagogies innovantes, la simulation en fait partie, et donc elle joue un rôle très important. Alors, juste un mot sur la Sophrasims, pour ne pas trop allonger la présentation, mais c'est une société savante qui a été créée il y a maintenant une dizaine d'années donc en France, et qui fonctionne comme une société savante. Je pense que beaucoup d'entre vous font partie, ont fait partie, ou voire dirigent des sociétés savantes, et donc cette société savante, elle fait des référentiels, elle organise des congrès, elle fait des webinaires maintenant, des séminaires de formation, elle publie sur le net des bulletins trimestriels. Elle participe à des groupes de travail, et notamment le groupe de travail et la conférence des doyens, dont on parlera dans un instant. Et puis elle a des collaborations internationales, à la fois en Europe, voire un peu plus loin. Elle favorise par son comité de recherche des publications dans des revues à comité de lecture. Donc un fonctionnement maintenant qui est établi comme une société savante, on va dire un peu comme les autres, et qui globalement marche très bien, qui augmente un peu son activité d'année en année. Alors, où est-ce qu'on en est en pratique aujourd'hui? Si on regarde ce qui est fait au-delà des pratiques individuelles dans chaque établissement, le point peut-être le plus important, le plus marquant, c'est les écos. Hein, tout le monde ici est bien familier, je pense, avec cette notion-là. Hein, c'est l'introduction de l'analyse par compétences dans l'évaluation de la formation. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà participé ou construit des stations d'écos, les écos, c'est ni plus ni moins que la simulation. Et donc, du coup, les personnes qui ont l'habitude de travailler en simulation, de construire des scénarios, d'évaluer les scénarios et les résultats, sont très habitués et ont aidé en général beaucoup à la construction, des écos dans notre pays. Alors on a eu la chance que déjà, comme c'est indiqué sur la dernière ligne de la diapositive, il y a eu un financement national qui a été déjà engagé pour la médecine, pour les écos. Donc c'est un premier point de reconnaissance très important puisque c'est les finances qui sont indiquées ici. Et donc on en est très content. Mais le problème, c'est que bien sûr, faut aller plus loin puisque c'est un premier aspect, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, comme vous l'imaginez. Et donc ici, je vous montre en quelques instants les 2 rapports, ou en tout cas les grandes thématiques des 2 rapports successifs que nous avons réalisés sous l'égide de la conférence des doyens. Un premier rapport en 2022 et puis le second qui a été produit il y a quelques semaines et qui ont pour but de montrer ou de réfléchir, de faire des propositions sur l'intégration de la simulation, essentiellement dans le 3e cycle pour la médecine, mais également dans l'ensemble des autres métiers. Et je tiens à dire de façon très importante, puisque Christine a parlé le mot interprofessionnel, revient en permanence dans notre travail, et que ce travail était collaboratif, transdisciplinaire, transmétier, et de nombreux métiers ont participé. Alors je ne peux peut-être pas tout citer, mais la pharmacie, l'odontologie, les sciences infirmières, les kinés, la maïeutique, voilà, beaucoup maintenant sur le dernier rapport également, les manipulateurs radio. Donc on a essayé d'intégrer tout le monde pour pouvoir analyser, faire le point, faire le bilan sur la place de la simulation, et notamment dans le second rapport, de voir de quoi on a besoin, quelles sont les perspectives pour les 5 prochaines années, autrement dit un intervalle court-moyen terme pour rester dans des choses qui sont à peu près raisonnables. Donc le premier rapport, interprofessionnalité, on l'a déjà dit, analyse sur les aspects de régionalisation et de certification, notamment des centres de simulation, d'un côté certification des apprenants lorsqu'ils passent dans des sessions de simulation, et puis une première ébauche sur la gouvernance et le financement. Et puis dans le deuxième rapport qui est donc sorti récemment, nous avons travaillé sur 2 grands aspects,
d'un côté, un groupe de travail a évalué un peu ce qu'on pouvait regarder, savoir aujourd'hui sur les enjeux techniques, hein, le matériel et le numérique qui arrivent à grands pas, et l'autre côté, tout l'aspect, on va dire, humain, formation, formateur, avec, comme j'ai dit il y a un instant, d'un côté, l'état des lieux aujourd'hui, et puis la vision à court, moyen terme, et puis on a commencé aussi à réfléchir sur ce qui vient après le 3e cycle, c'est la formation continue et la certification périodique. Dans ces rapports, on va dire, puisque je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais en gros, l'idée, c'est que le bilan actuel, c'est quoi? C'est que la simulation est intégrée dans tous les métiers de la santé, c'est déployé dans le 2e cycle partout, on va dire, d'une façon importante, avec bien sûr une hétérogénéité pour un même métier, sur le territoire. Et donc c'est un des objectifs aussi, c'est d'obtenir une certaine homogénéité dans les parcours. En médecine, je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment les ECOS ont déjà sont en train de mettre en place et sont financés. La question aujourd'hui, un peu cruciale à très court terme, finalement c'est le 3e cycle des études médicales. Il y a déjà, dans le 3e cycle également, certains curriculums, certaines spécialités qui ont défini très précisément la place de la simulation, quasiment ligne à ligne dans la maquette de la simulation dans les programmes, et d'autres spécialités sont en train de le faire progressivement. Hier, j'avais une discussion avec des collègues de chirurgie vasculaire qui m'ont dit qu'ils étaient en train de préparer ça. Et puis les freins, je pense que vous en doutez, ils sont assez évidents et ils sont perçus par tous les métiers, on va dire, de façon à peu près similaire. Accès aux structures, qui ne sont pas toujours très faciles, manque de temps et de formateurs formés, et puis un besoin accru de financement institutionnel. Je vais y revenir dans un instant. Ici, juste pour vous montrer très rapidement quelques chiffres, évidemment, quand on regarde la simulation, on se doute bien, il faut du matériel, il faut des personnels qui soient formés, il faut des locaux, il faut une certaine organisation administrative, et il faut un certain nombre de choses qui sont nécessaires et qui coûtent un certain prix. Regardez juste sur la partie droite de la diapositive, 2 petits tableaux consécutifs, celui en bleu, celui un peu en orangé. En haut, c'est le matériel. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués trop à ces aspects concernant la simulation, regardez les coûts. Hein, c'est une large gamme depuis des coûts qui sont peu élevés, notamment pour la simulation dite procédurale. Hein. Par exemple, vous savez, les mannequins de ponction veineuse, jusqu'à des coûts qui sont parfois très 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 élevés et qui nécessitent une organisation locale, régionale, voire nationale, qui devra se mettre en place progressivement. Et puis il y a un aspect intéressant, je pense également juste à signaler en une phrase, c'est les patients standardisés, qui sont très importants notamment dans les ECOS, et qu'il faut payer, et donc du coup représentant des frais supplémentaires pour les facultés de médecine aujourd'hui, et puis pour tout le monde un peu plus tard. Et puis si vous regardez en bas un peu une sorte d'intégration chiffrée de ce que ça représente, par exemple encore une fois pour un interne, puisque nous n'avons de données chiffrées que pour ça dans l'immédiat. Regardez, par exemple, pour un interne de ortho-traumato, on peut considérer que pour l'ensemble de son cursus, sur ces 6 années de formation, il faut compter à peu près 4 400 €. Ça a été estimé par le Collège des enseignants d'orthopédie, et pour la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, à peu près des chiffres à peu près identiques. Donc des sommes importantes qui sont à mettre en jeu, dont il faut avoir conscience. Et donc, pour conclure cet exposé très rapide et, excusez-moi, un peu superficiel sur le sujet, on peut dire qu'il y a une valeur ajoutée pédagogique qui est claire, qui est démontrée. Rappelez-vous ma première diapositive, où on voyait l'acquisition plus rapide des compétences et un niveau plus élevé de compétences professionnelles qui était obtenu grâce à une formation grâce à la simulation. Donc, une efficacité pédagogique qui est réelle, qui est bien démontrée. Une complémentarité évidente avec les enseignements habituels. Donc, la simulation ne remplacera pas tout, elle viendra se rajouter, remplacer peut-être certains aspects, mais surtout se complémenter d'autres choses. Il y a les différents niveaux de formation. Si je reste juste sur la médecine, le 2e cycle, il y a les ECOS, qui sont de la simulation, la R3C dont on vient de parler il y a un instant, et donc la formation à un niveau un peu supérieur. Et puis j'ai évoqué ça aussi, la FMC, la certification périodique, dans laquelle la simulation peut probablement jouer un rôle intéressant. On l'a vu, par notamment le travail collaboratif. Tous les métiers de la santé sont impliqués dans le développement de la simulation, et évidemment cet impact et cet intérêt pour la simulation va être un moyen intéressant pour favoriser l'interprofessionnalité que tout le monde appelle de ses vœux aujourd'hui.
Mais tout ça a un coût direct. J'ai mis le mot coût direct parce qu'il y a un coût immédiat qu'il va falloir financer. Et l'espoir qu'on a, c'est que des travaux, par exemple médico-économiques, viennent conforter l'idée qu'à terme, les coûts dépensés par l'investissement concernant la simulation et l'innovation pédagogique d'une façon générale se transforment par une amélioration de la santé de la population française. Merci beaucoup. Merci Dan. Peut-être une question, mais merci d'avoir rattrapé du temps, même si ce n'était pas superficiel. Je pense que tout le monde ici est attaqué à la cause. Peut-être, moi je poserais une question. Oui. Une question, Dan, on va parler du coût à la fin. Comment tu verrais la répartition de ce financement de l'assimilation de l'ensemble des acteurs qui rentrent en jeu? Tu répètes la question. Oui, peut-être oui. Alors la question, c'est que s'il y a de l'argent, on va dire, comment le répartir, schématiquement, hein, d'accord, parmi les besoins qu'on a vus qui sont très importants. Alors je dirais que, comme ça, en première approximation, vu qu'il y a une hétérogénéité nationale importante, on peut probablement pas dire il faut donner, je sais pas, tant de pourcents, mettre tant d'argent dans le cerceau, là, comme disait M. Crémiot tout à l'heure, mais on peut pas dire ça à l'échelon national parce qu'il y a des centres ou des structures qui vont être bien dotés, par exemple, sur du matériel et puis peu dotés en formateurs ou peu dotés en équipement. Et donc, je pense que les enveloppes qui seront données devront être analysées localement de façon intelligente pour permettre, disons, le rattrapage des besoins dans chaque structure, d'une part, et puis d'envisager, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aussi cette notion peut-être de régionalisation, hein, pour faire en sorte que des matériels qui sont excessivement coûteux, par exemple, puissent être utilisés à bon escient et que tout le monde vraiment puisse en profiter. Donc je ne crois pas qu'on puisse imaginer un système trop strict, mais vraiment une réflexion locale donnée aux acteurs locaux, des directions d'universités par exemple, enfin, les différents acteurs, la chance de pouvoir comment dire, développer ou choisir l'organisation qu'ils souhaitent.